temps un usage un peu bizarre, parce que littérature orale est quelque chose d'assez contradictoire. Seulement, la Kabylie s'est distinguée par ce patrimoine. Seulement, dans les années 80, au début de l'édition du bouquin de Rachid Ali, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été le premier à écrire un roman kabyle, Asfel, publié chez Federov, dans un milieu occitaniste. Donc, il s'agit bel et bien d'un roman produit directement par écrit qui a été édité. C'est-à-dire les modes de production définissent aussi la littérature. Il aurait pu peut-être composer des poèmes et les dire à la radio sans les écrire. On le situerait probablement dans un autre espace. Mais là, dès qu'il y a matière, papier, chaîne éditoriale, distribution, même si tout est discutable, même les chaînes de distribution, on connaît la naissance du roman kabyle ou de la littérature kabyle moderne. Seulement, ça parce qu'il s'agit d'un ouvrage, d'un roman, d'un récit. Mais écrire dans la langue kabyle directement, c'est pas Rachid Alish le premier. On parle de Mohamed Saïd Boulifa, c'est l'un des pionniers de la littérature kabyle. Et pourquoi? Pourtant, il n'a pas produit de roman. C'était un instituteur kabyle de la période coloniale, mais qui s'intéressait à la production écrite, à la transmission d'une façon différente. On peut dire de lui que c'était un prosateur, c'est-à-dire qu'il a reproduit des contes, des légendes à sa façon. Il s'agit d'un travail de réécriture de l'oralité. Donc il a diffusé dans les milieux où il enseignait ses travaux. Et on parle aussi de Belaïd El-Khalif. C'est connu sous le nom des cahiers de Belaïd. Avant 1950, Belaïd El-Khalif a écrit directement aussi des scènes de vie kabyle. Le plus connu de ses écrits, c'est L'Ouali Poudrer, Volartot. Il s'agit d'un récit agiologique. On raconte la vie mystique d'un personnage villageois et on raconte son parcours, son voyage initiatique et tout ce qui entoure un peu le mythe de tous les personnages qui existent dans l'histoire de la culture berbère, c'est-à-dire ces personnages qui deviennent des références mystiques, qui sont entourés de sacrés aussi. Donc, il a écrit cette histoire. Elle a été traduite par les Pères Blancs dans le cadre de ce qu'on appelle le fichier de documentation berbère sous la direction de Jean-Marie Vallée et Jean-Louis Dexel, qui se sont attachés à collecter tout le patrimoine oral kabyle auquel ils ont pu accéder. Et je trouve ici aussi Belaïd qui traduit une scène de vie quotidienne chez les femmes kabyles. Démarche matrimoniale, il rapporte, ça ressemble à une scénette, une pièce de théâtre. Vous voyez déjà, en 1950, on n'est plus dans le conte, on n'est plus dans le mythe, on n'est plus... Mais cela ne veut pas dire que l'oralité, le travail sur l'oralité s'arrête. Il y a un tuilage, parce que la société kabyle continue de fonctionner d'une façon traditionnelle, mais apparaissent aussi les gens lettrés qui décident de prendre en main cette littérature. Et ça ne remonte pas qu'aux années 80, mais ça commence bien plus tôt. Je vous invite à regarder les travaux de Boulifa. Il y a des PDF sur Internet, vous pouvez accéder aussi dans les bibliothèques universitaires, mais sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de documents et beaucoup d'écrits sur Boulifa. Donc ce que j'ai ici, c'est la traduction en français de Belaïd Attali. J'ai laissé en Algérie la partie kabyle.
fichier de documentation berbère a beaucoup collecté de patrimoine oral qui a permis sa fixation, sa transmission aux générations futures. Les textes ou les histoires, les légendes, les mythes que je n'ai pas pu recevoir de ma grand-mère qui m'a élevée ou de ma mère, j'ai pu compléter ces connaissances grâce au fichier de documentation berbère. Donc toutes ces générations, cette première génération d'écrivains comme Alish, Mesdad, ont complété également leurs connaissances grâce au travail du fichier de documentation berbère, mais on se retrouve devant une production littéraire assez spécifique. Pourquoi? Parce que dans les années où ces gens-là ont écrit, Amar Mesdad, qui a produit Irdouès, donc après Rachida Alish, Esfel, vous avez Irdouès, le jour et la nuit. Esfel, c'est pour les non-kabylophones, Esfel, le sacrifice rituel, le sacrifice sanglant, c'est plus compliqué que ça. Il y a une cosmogonie dans, dans ce titre. Irdouès, un roman bien contextualisé. On est vraiment devant un roman qui rapporte la vie quotidienne, le vécu de plusieurs familles, de personnages dans les années 70, en Kabylie, en Algérie, avec des références à la condition de l'ouvrier. On voit déjà des flashs d'universel dans cette écriture-là, tout en ayant un ancrage dans la vie au Moyen-Âge. Quand on a commencé à écrire en français, l'abstraction n'était pas accessible non plus. Il y a un roman qui s'appelle le roman de la rose. On fait parler des arbres, on fait parler des fleurs, on donne la vie à des pierres. C'est comme ça que commence aussi la littérature à s'installer, puis à installer une démarche savante, un passage à ce qu'on appelle une langue d'écriture, une langue subtile. Parce qu'il y a des faux débats. Il faut se méfier des faux débats et qui sont très très courants dans notre milieu. C'est arriver très vite à l'endroit. Je discute avec je dirais pas un réactionnaire, c'est un peu trop. En fait, c'est quelqu'un qui me disait, c'est très important de soulever ces questions-là, parce que ce sont des facteurs de blocage. Hein? Je vous dis, bah oui, ne l'achète pas, ta grand-mère ne comprendra rien. Ben oui, elle n'a pas été scolarisée en kabyle, ta grand-mère. La vieille de la France profonde, si elle n'a pas été scolarisée, elle lira jamais le français moyen. Je ne parle pas des grands auteurs qui sont même pas accessibles à l'universitaire. Voilà. Donc, il faut arrêter avec les faux débats. Ta grand-mère ne peut pas lire un précis d'économie parce qu'elle n'a pas été scolarisée. Et tous les problèmes reviennent à la question politique du statut de la langue qui est minorée, qui est marginalisée. Ce n'est pas la langue qui est handicapée, c'est le statut qui lui a été... Bien sûr, vous, si un jour vous décidez de commencer à lire, ça serait bien de chercher des romans accessibles, parce que vous êtes débutant, on est débutant dans l'écriture, dans la lecture. C'est pour ça que certains écrivains, dont je vais vous parler après, ont commencé à écrire très tard, à 50 ans, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient écrire. On passe à une deuxième génération, je parlais de la première génération, les trois, probablement avec... il faut que je cite quand même le travail, ça serait quand même une erreur de ne pas en parler, les groupes Imdiazen, les groupes qui étaient à Paris, autour de Moria, mais aussi l'université de Vincennes. Ce sont des groupes qui ont travaillé sur l'écriture, qui ont adapté, qui ont essayé de jouer des pièces de théâtre. Et le travail en émigration a été très déterminant, déterminé, parce que les objectifs étaient bien clairs. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple, langue berbère, initiation à l'écriture. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on vous met ici? On fixe pas un poème de tradition orale. On sait que déjà ceux qui s'intéressent au kabyle les connaissent. Il faut passer, on suppose, je suis tentée de dire qu'ils se sont dit, on passe à autre chose,
sans oublier ce que l'oralité nous transmet. On passe quand même à autre chose. On traduit par exemple un poème de Nazim Hikmet, qui est un poète turc très très connu, mon frère, sur l'homme, sur voilà. Donc on passe à des textes travaillés, on les traduit. Le travail d'adaptation est très important. Le travail de Mouhia est un travail novateur. Dans quel sens? Il va chercher du Brecht, du polonais, du chinois, l'adapter en kabyle. Et quand vous lisez, vous écoutez ces histoires, on dirait que c'est passé dans votre village. C'est-à-dire on vous apporte le vécu de l'autre dans votre langue. Et on ne sent aucune lourdeur parce qu'on ne parle pas de traduction mécaniste. Il s'agit on vous livre sur un plateau la culture de l'autre pour que vous puissiez la vivre comme si elle était la vôtre. Donc là, le problème de l'universalité ne se pose pas importer vers le kabyle ou bien exporter du kabyle. La langue n'est pas handicapée. Mouhia nous l'a bien démontré. Je vous invite vraiment, vraiment, faites-le dès aujourd'hui. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de pièces de théâtre de Mouhia, malheureusement pas sous-titrées pour les noms, mais je vais le faire pour vous exceptionnellement parce que j'ai invité 2 étudiantes, 2 doctorantes chercheuses dans le domaine de la sociolinguistique de l'Afrique du Nord. Elles travaillent avec Salem Chaker, nous sommes collègues. Donc on essayera de les introduire dans ce domaine. Je disais que la 2e génération s'est inspirée de tout ce qui a été fait en émigration parce qu'il y avait des passerelles, malgré les interdictions, il y avait des passerelles. Des gens allaient venir entre Paris, Alger, Tizi Ouzou et colporter. Il y avait une sorte de colportage moderne qui arrivait à transmettre tout ce qui se faisait. Qui ne connaît pas Teshvelif, la jarre, la grande allégorie de Mouhia autour de la culture et de l'identité. Donc cette 2e génération d'écrivains, je pense en premier à Amzian Kessar. Amzian Kessar. Amzian Kessar. Tu connais Arioul Gengis? Donc Arioul Gengis, c'est un bouquet de textes adaptés et produits aussi par Amzian Kessar, qui a été l'un des disciples de Mouhia, disciple discret, presque invisible de Mouhia, mais qui a commencé d'abord, parce que je parle d'adaptation comme travail principal dans les années 80. Amzian Kessar n'a pas commencé avec Arioul Gengis, mais il a commencé avec Brassens chez les Kabyles. Et un de ses textes a été chanté par Yidir sous le titre de Arbel. Voilà. Donc je vous invite aussi à lire Amzian Kessar. C'est partout en Algérie. Vous pouvez l'acheter là-bas, mais vous pouvez vous le procurer. Généralement, ce sont des livres qui ne coûtent pas très très cher, qui sont très accessibles. Donc vous arrivez dans une librairie, donc Brassens chez les Kabyles et Arioul Gengis. Pour ceux qui comprennent le kabyle, je lis un passage. Alors vous avez des thématiques très intéressantes parce qu'il a adapté Prévert, il a adapté d'autres auteurs. Ça peut vous paraître ludique, mais vous pouvez constater tout le travail de finesse et de subtilité, mais aussi de jeu. Pourquoi j'ai parlé au début, en parlant de positionnement sur l'écriture, c'est un enjeu. L'enjeu de l'écriture et de la production écrite, de la diffusion de la langue et de la littérature constituent de grands enjeux. Les jeux, c'est aussi les jeux sur la langue.
les jeux sur l'identité, sur la langue. Le jeu sur l'identité, c'est de se dire, moi je suis kabyle, je veux rien voir, c'est-à-dire pousser à l'extrême, ce qui est justifiable. Hein, des années de torture, de répression peuvent justifier beaucoup de comportements. Seulement, ce ne sont pas forcément les comportements les plus producteurs. Donc on voit ici de Mziane Kza Taz al-Marmoucht. Tfard Taz al-Marmoucht, Shbahatas. On va lui dire qu'est-ce qu'il y a de poétique là-dedans. Parce qu'on est habitué aussi à la rime, à la poésie lyrique, transmise par les chansons, beaucoup de textes sur l'amour, sur la nostalgie. Tfard Taz al-Marmoucht, Shbahatas. الريق تغار القفص حربغ فلاس يون واسترول تعرقي الجراس يريضو ذاني وفجات حاشا فاسطاس. En fait, on décrit un lézard qui s'échappe d'entre les doigts du narrateur, parce que je ne dis pas que c'est l'auteur, donc il reste entre les doigts que la queue C'est-à-dire, on vous montre un peu comme les exercices de style que faisait Raymond Queneau, pour ceux qui connaissent un petit peu cet auteur, qui a écrit Zazie dans le métro. Hein, il y a vraiment un exercice des jeux sur la langue, un va-et-vient entre le son et le sens, et vraiment, là, on n'est pas uniquement en contexte d'expression personnelle, où on veut transmettre des idées, une idéologie ou un vécu, mais on est vraiment à l'aise, on s'éclate avec la langue. Et le summum de l'affirmation, c'est d'être bien dans sa langue, de l'écrire comme on l'entend, sans que l'on nous dicte qu'est-ce qu'on va écrire et pourquoi on va écrire. Sinon, on ne se retrouverait pas devant cette diversité. Quand vous serez de bons et grands lecteurs, vous allez voir justement cette différence entre les auteurs. Donc, je reste toujours dans la deuxième génération. Je tiens à signaler quand même le travail accompli par un groupe qui s'appelle Aguera Wad Lsan Amazigh, mené par Yidir Ahmed Zayed et Malika Ahmed Zayed, qui organisait un concours de poésie, de littérature. Malika peut me le confirmer. Oui, le prix Mouloud Mamri. Le prix Mouloud Mamri, très symbolique, et qui était sanctionné par un jury très rigoureux, composé d'universitaires, de gens qui ont déjà écrit et enseigné le berbère. Donc les gens qui ont eu les prix Mouloud Mamri ont abouti à de très très beaux travaux. Nous citons Kamal Bouamara par exemple, qui fait partie de cette deuxième génération d'écrivains et qui lui a produit, a commencé par adapter André Gide, Touraline, Nouakshish et Jahen. Le retour de l'enfant prodigue. Une très très belle adaptation, mais Kamal Bouamara, bien sûr, a produit d'autres ouvrages après, a produit un dictionnaire, l'unique dictionnaire kabyle, hein, pas bilingue, Issine. Donc ce travail d'écriture aussi, on voit qu'il est quand même encadré par le travail de la première génération. Il y a des jalons de la notation qui ont été accompagnés par les travaux de Salem Chaker, de Mamri auparavant. Donc on voit déjà qu'il y a des tendances de fixation, de tradition écrite, et les bases, comme on dit, les sentiers sont battus. Donc ce qui est produit après est un travail de permanence et de continuité. Je cite aussi, donc il y a plein d'auteurs qui n'ont jamais été publiés, parce qu'on doit poser le problème de l'édition. Hein. Le problème de l'édition est très poignant dans le milieu de la littérature kabyle. Entre les éditeurs profanes dont ce n'est pas le métier, soit qui veulent faire du militantisme mais qui ne savent pas faire, et ceux qui veulent gagner de l'argent au détriment des droits d'auteur par exemple, l'écrivain doit choisir. Beaucoup finissent par éditer leurs livres à compte d'auteurs. Ou tout simplement, ils vont aller les imprimer, ils payent l'imprimeur, ils vendent
ils déposent leurs romans, comme on les achetait dans les années 80-90, dans les librairies à Tizi Ouzou, à Béjaïa et à Bouira, et bien sûr à Alger aussi. Il est probable que je ne cite pas tout le monde, parce que nous avons quand même une bonne production assez importante. Je vous donne des flashs qui peuvent vous aider à faire votre propre recherche et à situer quand même les écrivains. Kamal Bouamara a produit aussi Nuclear Dwyer, Nous et les autres, un florilège de nouvelles, Kiraïla, Kirayerna. Il reprend aussi Taqsit Nazizi d'Azouzou, qui est puisé. Vous voyez le retour aussi au patrimoine oral. C'est pour ça que je vous dis, je suis tentée de vous dire qu'il se disait on passe à autre chose sans complètement dédaigner l'oralité. Donc il a repris Azizi d'Azouzou pour relater cette belle histoire d'amour, c'est notre Roméo et Juliette, qui n'est pas assez diffusée, et qu'il a repris dans son propre style, et à laquelle il a rajouté beaucoup d'éléments d'écriture très très passionnants. Je vous invite aussi à lire Kamal Bouamara, qui continue de travailler dans le domaine de la recherche littéraire, et c'est lui, je tiens à le signaler aussi, qui a repris le mot oralité tel qu'il a été impulsé par Mouloud Mamri, qui disait Thimawi, pour dire l'oralité, tout ce qui est oral. Kamal Bouamara est arrivé à circonscrire le champ et qualifié de Thamawayt. Il a fixé le mot Thamawayt pour dire le répertoire littéraire oral, c'est-à-dire tout ce qui a été, pas uniquement l'oralité dans le sens parler, dire, s'exprimer. Donc Kamal Bouamara s'est distingué par un travail aussi de la gauche et la droite dans les débats. On voit vraiment l'écriture de textes théâtrales. On se retrouve devant une production de textes, on ne parle pas de représentation. Parce que beaucoup écrivaient directement pour la représentation, comme c'était le cas à la radio, Ben Hanafi, Mzan Rachid, pour ceux qui écoutaient la radio à l'époque, écrivaient des scénettes, des sketchs, des pièces qui étaient destinées à être jouées. Mais là, on se retrouve devant du texte théâtral écrit. C'est important de souligner cette nuance, parce qu'on se retrouve devant le fait qu'on est arrivé à un stade de production assez avancé. Le problème, toujours, c'est l'édition, la présence sur le marché de toute cette production. Nous avons des adaptations de Omar Khayyam, de Abdelrahman du côté d'Oran, parce qu'il y a des groupes kabyles qui s'investissaient dans le travail sur la langue et la culture, et qui constituaient une sorte de bouillon de culture pour la littérature kabyle. Je cite Abdelrahman, je cite Jamal Benaouf, et bien d'autres qui ne sont pas connus et qui diffusent leurs textes sur Internet. J'ouvre une parenthèse. Vous pouvez accéder à de nombreux textes littéraires écrits beaucoup plus en kabyle sur un site dédié exclusivement aux écrivains. C'est emiura.net. Vous pouvez le parcourir, trouver tout un ensemble de textes, de genres, des pseudos, des gens. Le fait qu'il y a beaucoup de pseudos souligne aussi que cette nouvelle littérature n'est pas toujours assumée. Pour quelles raisons? Parfois, ce n'est pas forcément idéologique. Elle n'est pas assumée en tant que telle, parce que beaucoup d'écrivains sont dans le tâtonnement ou bien pensent qu'ils ne peuvent pas publier. C'est aussi lié à la représentation qu'on a de notre propre langue. Ce n'est pas parce qu'on commence à écrire qu'on a réglé le problème avec soi-même. Parce que beaucoup cherchent à devancer les stigmatisations des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, des universalistes. Hein. Nous nous battons sur beaucoup de fronts comme si ces gens-là œuvraient pour
occulter, encore une fois, comme ont fait les pouvoirs en place en Afrique du Nord, cette langue. Donc les gens qui n'assument pas cette écriture et qui veulent devancer ces préjugés ne mettent pas forcément leur nom. Voilà. Vous allez tomber sur de très petits textes. Je vous invite vraiment à aller sur le site imiura.net. D'autres personnes continuent aussi, mais qui font partie de la deuxième génération, c'est Boualam Rabia. Parce que nous avons aussi l'écriture de scénarios qui ont émergé avec la naissance du cinéma kabyle. La littérature en soi a aussi accompagné les autres projets. Le projet, par exemple, du doublage que vous connaissez. Il y a des studios qui font des doublages de dessins animés qui le font très bien. Vous allez repérer d'ailleurs ceux qui le font bien de ceux qui le font pas très bien. Je cite les Muchuchos, je cite Shrek, ouais, le premier, et je cite notre ami Rachid Derilt, qui a fait un travail immense dans ce sens. Il n'a toujours rien publié, mais il a accompli un travail colossal dans l'écriture littéraire, dans l'adaptation, dans l'écriture directe. Il s'est inspiré de Mouria, il s'est inspiré de tout ce qui est... En fait, c'est une optimisation, on dit, une optimisation de tout ce qui a été fait. Ce n'est pas un amalgame que je fais quand je cite le cinéma. Je ne suis pas dans le désordre. J'insiste sur le fait que c'est là le jeu, le va-et-vient entre les espaces, entre les domaines. Tout ça est lié au fait qu'on est dans le commencement qui continue, c'est-à-dire avant que quelqu'un ne fasse un doublage, bien sûr, il va solliciter celui qui a déjà écrit, celui qui a déjà fait, parce que la tradition de doublage n'existe pas, la tradition cinématographique n'était pas encore installée, donc on fait appel à Boualam Rabia pour faire les dialogues de Adrar Mbaya, on fait appel à d'autres qui ont déjà écrit à Al-Islam pour les dialogues de la colline oubliée. Donc on n'est pas forcément dans il a publié, il existe. Certes, la matérialisation, comme je disais, est très significative, mais beaucoup n'ont pas encore publié leurs écrits et qui sont très importants à découvrir. Je vous invite à le faire. Encore, dans la poésie. Dans la poésie, vous avez Ramadan Nath Mansour, le traducteur du Coran, qui a fait une collecte de poésie auprès de sa famille et a publié aussi des ouvrages. Mais encore une fois, on est dans le travail de la fixation de l'oralité des poèmes transmis. Donc c'est juste pour faire connaître. Je cite aussi un contexte. Le contexte des années noires qui ont donné naissance à un type d'écriture, à des romans qui ressemblent à des faits divers, qui ressemblent à des récits de trajectoire politique, de trajectoire initiatique vers un devenir terroriste, un devenir de politicien, toutes ces situations qui créent le personnage algérien, kabyle, berbère, qui participe à l'évolution de l'événement ou à la dégradation aussi, hein, on le retrouve, de l'événement dans son espace, son lieu de vie. Je cite Vururu de Taharoul Damar, une très belle plume qui est à la fois écrivain et journaliste. Vururu, là, traduit. Qui veut traduire Vururu? Le hibou. Le hibou. On a parlé d'un concept. On est parti dans les contes. Ursqim Urtnihir. C'est-à-dire, là, c'est vraiment une expression idiomatique pour dire on ne sait pas où on en est, ni on évolue, ni on régresse. Donc, Taharoul Damar a produit aussi, a été l'auteur de beaucoup de textes, de beaucoup d'écrits. Il est journaliste
maintenant. Donc, je vous invite aussi à découvrir. Mohamed Aïtiril, je vous en ai parlé. Donc, dans la continuité, nous avons une période quand même, moi, que j'estime comme étant charnière. Pourquoi? Probablement, vous-même, vous me donnerez des réponses. C'est l'après 2001. L'après 2001. Je n'oublie pas de citer le bouquet de nouvelles de Saïd Chmar, que je n'ai pas ici parce qu'il ne me l'a jamais offert et que je n'ai pas trouvé sur le marché parce que probablement c'est probablement épuisé. On peut lui voir sur tamazra.fr. Donc Saïd, s'il te reste voilà. Donc on passe à l'après 2001. Pourquoi 2001? Donc on se retrouve dans une situation temporelle, spatiale assez complexe. Pourquoi? Le contexte migratoire était déjà connu depuis Shahar en passant par des textes très chauds de Slimane Azem, qui peuvent être considérés comme des œuvres littéraires directes, parce qu'il a écrit de très grands textes. Ce sont des maillons de toute une chaîne. Mais le contexte migratoire a changé. Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'être celui du paysan qui se prolétarise, qui devient mineur ouvrier. Il a cessé d'être celui qui chante uniquement sa condition d'ouvrier, ou celui qui évoque un peu le paradis qu'il a laissé derrière lui malgré les conditions difficiles, parce qu'il a laissé les siens. Le regroupement familial n'existait pas encore, le refuge politique n'était pas d'actualité. Donc après 2001, ou même un peu avant, pourquoi je dis 2001? Parce que je parle de littérature kabyle. C'est pour ça que je reste dans 2001. 2001 est une étape très très dure et rude pour la Kabylie, pour la mémoire de la Kabylie et tout le travail identitaire qui a été fait, parce que beaucoup de jeunes ont vu tomber leurs espoirs, tomber leurs rêves, parce qu'on arrive jusque-là, quand c'était la répression de ceux qui s'impliquaient politiquement, on comprenait un peu que l'on pouvait bien réprimer ces gens-là, mais que l'on réprime des jeunes qui n'étaient pas armés de façon très injuste et qui manifestent, on commence à se poser des questions sur le devenir de cette culture, mais de ce pays aussi qui abrite de tout un peuple. Et je m'attarde sur la Kabylie, comme je vous ai dit, parce que je parle de littérature kabyle. 2001 a donné naissance à une mobilité de la population, un exode rural, un exode vers la France, d'intellectuels, de jeunes désabusés, de jeunes désespérés qui se retrouvent en France sans savoir pourquoi ils étaient là, mais pour fuir aussi tout un contexte sociopolitique. Donc, beaucoup ont pris la plume aussi et ont décomplexé la notion de l'écriture, parce que on cherche à écrire directement en kabyle et à dire des choses qu'on a vues sans se soucier de cet aspect, disons, pan-berbère, qui était le mythe d'avant. Et Maziren, tous les berbères, voilà, des années 70, la fraternité de tous les peuples berbères. Et maintenant, on décomplexe la notion de kabilité et on continue, comme les autres générations, d'asseoir un peu cette tradition écrite. Et j'aimerais bien commencer avec une dame, Linda Koudash. C'est très important parce que la vision, parce que travailler sur une littérature, une anthropologie ou un autre domaine,
peut prendre des angles de vue différents. On peut les prendre par la classe sociale, par la tranche d'âge. L'après 2001, je le prends par la vision du gender, hein, la présence, la visibilité féminine dans cette culture, sachant que les femmes ont beaucoup transmis cette culture et c'est depuis que les parents sont bilingues aussi qu'on constate une déperdition. On ne regrette pas le bilinguisme des parents, bien sûr. On regrette encore une fois la représentation que les gens ont sur leur langue. Beaucoup de familles perçoivent encore dans certains milieux urbains, j'insiste, le kabyle comme étant une langue qui ne leur servira pas à grand-chose, comme le disait Zimo, que je vais évoquer aussi dans ses chansons, mais aussi dans les nouvelles qu'il a écrites. On lui dit, voilà, dans la chanson Jdoud, on lui dit, voilà, la langue, elle est entre tes mains, c'est à toi de la transmettre, de la préserver et de la défendre. Mais lui, le petit jeune, paumé, il lui manquait 4 mots d'anglais pour obtenir un visa pour l'Amérique. Donc voilà, qui illustre de façon très très atypique la situation du kabyle, l'attitude du kabyle envers sa langue. Et choisir une femme qui a écrit Ashi Outmes est un élément très important puisque Linda Koudash nous replonge avec son propre style dans un environnement à la fois villageois, urbain, très très féminin, avec un regard sans jugement de valeur, mais un regard, disons, pas très traditionnaliste, parce que dénoncer des pratiques comme la magie, comme l'empoisonnement, comme beaucoup de la sorcellerie, mais à côté, il y a beaucoup de lyrisme dans cette vie entre les femmes, dans ces échanges qui sont toujours pleins de poésie et pleins de codes culturels. Parce que les codes, une langue, elle est déjà pensée. Pourquoi on a des difficultés à traduire? Parce qu'on ne calque pas des mots vers une langue. On traduit une vision du monde. D'où la difficulté de l'adaptation, de la traduction. Hein, on traduit des codes culturels. C'est pour ça que Moria a réussi, a compris que les codes, pour transmettre une œuvre d'une culture à un autre et construire une passerelle, il faut trouver des codes équivalents dans notre culture pour pouvoir ramener les référents dont il est question. Je cite toujours dans cette deuxième génération, Zimo, toujours on est dans le jeu, de la chanson à l'écriture, de l'écriture au cinéma, du cinéma au théâtre, on est encore dans le jeu parce que l'élément central, c'est encore une fois la langue. Je le dis en chanson, je le dis en nouvelles. Les nouvelles de Zimo aussi sont très très proches de ce que faisait Amzian Kza, dans le sens où il y a un travail, même si on n'est pas dans l'analyse, je jette quand même quelques petits propos à ce sujet, c'est-à-dire le jongler avec la langue, la traduire telle qu'elle est vécue, tout en cherchant à l'épurer dans le sens, pas du mot gommer les emprunts, gommer les mots étrangers, non, c'est pas ça, mais épurer surtout l'expression intérieure, dire vraiment ce que l'on a envie de dire et faire dire au personnage le vécu réel de l'étudiant, du villageois, du chanteur qui va du village à la ville et qui se fait tabasser, qui se fait voler. On est dans des situations toujours nouvelles, mais qu'on n'a pas cherché à trop décrire. Parce qu'avant écrire, on pensait que pour écrire, il fallait, dans les années 70, tout le monde pensait que s'il devenait écrivain en kabyle, il devait écrire une œuvre. Une œuvre qu'il devait écrire en tamazir. Lors de l'expérimentation d'enseignement de berbère, je me rappelle les premiers cours, j'ai enseigné dans la ville de Tizi Ouzou, qui supposait une population assez diversifiée, mais qui reste quand même kabyle urbaine, avec des approches différentes et des représentations différentes de la langue.
Mais madame, vous êtes en train de nous parler en kabyle, mais on nous a dit que vous allez étudier Tamazight. Il y a une mystification, on est dans le mythe. Parce que les années de lutte, tout le travail qui a été accompli avant, c'est comme s'il avait un petit peu enfermé la réalité de cette culture dans des mots. Et c'est pareil pour le travail littéraire. Donc maintenant, quand on se retrouve dans des textes littéraires accessibles, on se dit, et c'est pour ça que beaucoup maintenant décident d'écrire, puisque lui, il a écrit comme ça, je peux écrire et dire. Après, bien sûr, quand vous lirez et vous serez de grands lecteurs, on se retrouvera, j'espère, vous me direz la différence que vous avez trouvée, quel auteur vous a plu et pourquoi. Bien sûr, ça reste subjectif. Qui s'est fait connaître dans un premier lieu sur Internet, grâce au site emiora.net, dont il est l'un des initiateurs, mais grâce à Facebook aussi, les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des modes d'expression, de diffusion. Donc c'est aussi ça qui fait la littérature nouvelle. C'est aussi de nouveaux canaux de transmission. J'ai découvert Saïd Mahamar sur emiora.net avant qu'il ne publie. Il a publié aussi sur CD. Donc, vous voyez d'autres supports. Double CD accompagné de très beaux morceaux musicaux, d'un CD hommage à Mouria qui comporte de très très longs poèmes et qui sont très très intéressants. Ce livre préfacé par Salem Chaker, Asrar Bouchi, vous voyez comment il a appelé mon gribouillage. C'est-à-dire, nous sommes devant un écrivain qui a déjà affirmé son rôle d'écrivain, qui s'exprime en tant que tel, qui pose les problèmes éditoriaux, qui pose les problèmes du marché. Pourquoi les Kabyles n'achètent pas de romans? Qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à vendre? Est-ce que les enseignants de Tamazight, de Berbère, utilisent ces ouvrages-là à des fins didactiques? Donc, il s'est assumé en tant qu'écrivain, il a posé tous ces problèmes-là. Mais, pour écrire un ouvrage, il l'a appelé Asrar Bouchi. Et ça rejoint un peu sa démarche très cynique, très sarcastique de l'écriture, parce qu'il a touché à des registres très très marqués. Pourquoi je dis marqués? Parce que c'est l'un des rares à se positionner politiquement, nous trouvons chez lui des textes divers et multiples concernant son positionnement pour l'autonomie de la Kabylie, pour l'émancipation des femmes, pour la liberté sexuelle. Vous pouvez lire de Saïd Mahamar de nombreux textes grivois. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes déjà tombé sur... Donc je vous invite, vous pouvez les trouver sur emiora.net, je pense qu'il les a mis aussi. Des textes qui peuvent probablement fasciner, choquer, étonner, parce que nous ne sommes pas le grivois ou bien les registres pas très appréciés chez nous kabyles, voilà, qui sont très tabous, existaient sous le nom de Ahiha dans la tradition orale kabyle. Quelques personnes qui s'intéressent ont pu collecter quelques poèmes qui sont assez connus, mais beaucoup, ils n'ont pas été beaucoup transmis, pour vous dire la difficulté de transmettre ce genre de registre où l'on met des mots. Et Saïd Mahamar l'a fait par écrit et il a produit tout un ensemble de textes dédiés à la sexualité, à l'érotisme et au registre grivois, sans oublier le positionnement politique et carrément des textes exhortatifs avec toute une néologie. Le travail néologique dans l'écriture de Saïd Mahamar est bien voulu, recherché pour asseoir des registres de néologie politique, philosophique et à des fins d'abstraction. Saïd Mahamar probablement utilise cette néologie pour dire que voilà, si nous voulons passer à un mode d'expression qui peut satisfaire toutes les idées, toutes
les nécessités, tous les besoins d'expression, nous sommes obligés de recourir à une néologie qui n'alourdit pas le texte. Après, les avis sont partagés, le débat est encore chaud et ouvert sur les usages de la néologie. Le rapport à la néologie, il est ambigu. Est-ce que vous pensez que c'est la néologie qui freine tant que ça un texte littéraire? Pas toujours. Il y a des procédés d'écriture qui ne sont pas du kabyle. On écrit une phrase avec des mots kabyles, mais on calque le français ou l'arabe. Quand on maîtrise les deux langues, moi j'arrive à voir un journaliste à penser en arabe ou en français. Je connais les deux langues, j'arrive à décoder. Je vois l'enchaînement syntaxique des phrases. Voilà. Il a écrit en arabe, il a mis des mots kabyles. Ça aussi, c'est un frein. C'est un faux débat, le néologisme. Le néologisme, on en a besoin. L'idéal, ça serait de creuser dans le potentiel de la langue pour pouvoir utiliser au maximum ce qu'on possède comme vocabulaire. Je cite aussi l'incontournable Azré Rabia. Azré Rabia, je n'ose pas mettre des mots pour ne pas réduire son œuvre. C'est un poète. On peut l'imaginer troubadour, philosophe, beaucoup de critiques aussi, une critique très constructive des attitudes humaines, de la société, du politique, et à chaud. Nous avons parfois sur Facebook, sur d'autres canaux d'Internet, des sortes de chroniques poétiques et en prose aussi, des écrits de Azré Rabia, et la langue est très très succulente, accessible, et Azré Rabia s'inscrit dans cette chaîne de nouveaux écrivains, mais qui gardent un pied dans la philosophie et les codes de la littérature classique. Je vous invite à l'écouter. Dans une de ces... Il diffuse des vidéos en général, des bandes audio-vidéo de ces textes. Je vous invite, pour ceux qui sont sur Facebook, Azré Rabia dispose d'une page, donc vous pouvez y aller. Azré Rabia. Il n'a toujours pas publié ni de CD ni d'ouvrage. Nous l'attendons avec impatience, mais c'est pour cela que je vous dis, un livre ne signifie pas forcément grande œuvre, et une grande œuvre qui n'est pas diffusée est quand même accessible et connue par les milieux de ceux qui lisent, qui s'intéressent au monde littéraire kabyle. Azré Rabia est connu par tous les gens, comme ils connaissent aussi Saïd Ma'ammar, et la crédibilité n'est pas forcément liée au papier. Je continue dans cette génération de l'après 2001, de l'après Matoub. Matoub a beaucoup insufflé à la langue, comme Menglet. Une petite parenthèse pour ne pas oublier un élément important dans l'écriture de Saïd Ma'ammar, c'est l'influence des textes de Mouhia, je l'ai signalé, de Louni Saïd Menglet. Louni Saïd Menglet est l'inspirateur de Saïd Ma'ammar dans beaucoup de ses œuvres. Il est allé jusqu'à reprendre des textes de Menglet, de les repétrir, de rester dans l'esprit d'Ait Menglet pour produire du sens encore une fois. Comme disait Matoub Lounès, un jour, j'aime bien cette anecdote, elle me fascine, pourtant c'est pas peut-être la meilleure. Un jour, quelqu'un lui dit, un petit jeune dans un village lui dit Lounès, il lui dit je veux d'être il emprunte un répertoire féminin du pétrissage. Quand vous avez de la très bonne semoule, on obtient l'élasticité nécessaire qui
plus large crêpe possible. Donc, il a fait cette analogie à la pâte concernant la souplesse, l'élasticité de la langue kabyle. Donc, c'est pour dire que nous disposons de tout ce qu'il faut pour écrire. Donc, ça ne sert à rien d'handicaper la langue avec des calques syntaxiques d'autres langues, de l'arabe ou du français, pour produire du sens. Donc, voilà. L'après Matoub aussi, Mohamed Gaïa, qui a écrit Enzvei, le résistant, Esvo, la résistance, Amnour Ntid, le vrai combat, des approches, disons, biographiques du parcours d'Oulounès Matoub. Mohamed Gaïa fait partie de cette troisième génération. Il est jeune, je crois qu'il n'a pas 40 ans. Il fait partie de ces jeunes de l'après 2001 qui se sont appropriés l'écriture et qui ont décomplexé l'acte d'éditer, de diffuser les textes. Je signale un autre écrivain qui s'appelle Mohamed Arabeit Qassim. Il a écrit un florilège de nouvelles intitulé Tata Batata. Jeu linguistique, encore une fois. Parce qu'avant, Tata Batata, c'est écrire un recueil de nouvelles qui s'appelle Blablabla. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très sympathique. On a déjà une approche très sympathique. On prend ce livre Tata Batata, on commence à sourire. On a déjà une approche très très positive, très sereine de ce livre. Et je vous invite vraiment à le lire aussi. Un style très 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 net, très accessible, des nouvelles bien travaillées. Comme vous pouvez peut-être le constater, ces dernières générations ont beaucoup investi la prose, la nouvelle. Le roman est un peu, à part Linda Koudesh, je n'en ai pas beaucoup vu. Je signale Youssef Oublil, qui est un produit de Aglaoued El Sanamazir, du prix Mouloud Mamri, qui a écrit Araf Tefsout, Ounigel, tout en même temps que Salem Zenia, qui a écrit Tefrara. Dans cette génération-là, avec Ahmed Mekar, qui est aussi issu de Aglaoued El Sanamazir, nous constatons la présence d'un style très très dense, hein, avec un usage de néologisme très très important, comme si on veut dire aussi que cette langue a un statut de langue savante. Loin de moi de chercher à analyser en 2 mots les œuvres qui ont été écrites en je ne sais pas combien de temps. Il faut quand même des travaux. J'invite ceux qui font de la recherche à investir tous ces ouvrages-là et à travailler dessus dans des problématiques universitaires d'analyse littéraire, d'analyse de discours, d'analyse de récits, d'analyse de référents culturels. Il y a du pain sur la planche pour ceux qui s'y intéressent. Donc, on reste encore dans cette génération. Je signale 2 grands festivals de la poésie qui ont donné naissance à des plumes très très subtiles en matière de poésie notamment. Il s'agit du festival Adrer Fed qui se déroule à Esmaïl, du côté de Béjaïa, et qui est à sa 8e édition, je crois. Donc à chaque édition, il y a des poètes primés. Le jury est constitué de chercheurs, d'écrivains. Disons que l'évaluation est assez rigoureuse. Par exemple, Kamel Bouamara est présent dans ce jury-là. Beaucoup de plumes sont sorties de ce festival et ce sont des jeunes de la région de Béjaïa. Je cite Salim Ben Khalifa, qui est connu
par les internautes et ceux qui fréquentent les réseaux sociaux kabyles, est connu sur emiola.net, sur Facebook, et il n'a toujours rien publié. Nous essayons de l'inciter à le faire, mais il ne le fait toujours pas. Il a accordé des interviews à des journalistes en Algérie, mais nous voyons que cette génération va très, très loin pour puiser, pas du sens, mais de la représentation. Par exemple, dans la poésie de Salim Ben Khalifa, je ne m'attarde pas sur les aspects esthétiques, poétiques, liés à la théorie de la littérature, mais je m'attarde aussi sur la culture de ces jeunes-là, qui sont pour la plupart dans des villages, qui sont allés très loin, par exemple, pour puiser dans la culture gréco-latine. Des référents, par exemple, Salim Ben Khalifa a mis en place un personnage qui s'appelle Zgavor et qui fait le tour du monde et qui emmène le poète très très loin, qui va en Australie et rencontre des sages de chaque culture, il croise des personnes, ainsi des jeunes écrivains comme plutôt poètes comme Katia Touat, qui est aussi une poétesse de qualité, qui émerge aussi de festival. Je cite aussi le festival Yousf Qassi, qui se déroule à Genève, à Tizi Ouzou, et qui est à sa 10e édition. Et aussi, ce festival a donné naissance à de nombreux poètes qui commencent à être connus parce qu'ils se produisent dans les festivals, ils se regroupent autour de réseaux sociaux, ils mettent en place des blogs. Par exemple, un écrivain de la 2e génération a mis en place un blog. On ne s'y attend pas aussi. Hein, c'est va-et-vient entre la technologie et le papier. Malkoud a mis en place un blog intitulé Ashuraf. Pourquoi? Un blog qui a été fait sur WordPress et dans lequel il a mis tous les types de poésie possibles qu'il a écrit lui-même. Des descriptions, tous les styles poétiques possibles se retrouvent dans ce blog que je vous invite à consulter, Ashuraf. Donc, j'ai pas de publication il a publié, je crois, une nouvelle ou un roman. Je ne me rappelle pas trop, si quelqu'un peut me confirmer ça. Il a publié, je crois, un roman. Hein, j'ai oublié le titre. Donc, cette génération de jeunes poètes, je cite de mémoire, que me pardonnent ceux que j'aurais oubliés. Je cite Hassan Louni, je cite un très jeune poète qui s'appelle Aït Boussad Akli, ou Arsqi, je ne me rappelle plus du prénom. J'ai fait partie du jury de Yousf Qassi, donc j'ai vu passer de très beaux talents, et presque j'étais gênée d'évaluer ces poètes-là. C'est très très difficile. Donc je ne prétends pas analyser toute leur poésie, décrire leur travail, mais nous sommes aujourd'hui dans une opération de découverte commune. Hein, donc je vous invite à lire un petit peu ce que vous pouvez lire. Il ne faut pas être découragé par la lecture, même si des fois c'est très facile quand c'est des nouvelles. Allez, vous allez commencer une, vous lisez un peu là, et vous aurez fini. Et vous êtes entraîné très très vite à la lecture de... Et puis aussi, sont décomplexés. Oui. Et moi, j'ai eu entre les mains Tembiès Kersen. Tembiès Kersen est une approche qui existe déjà. Mais on ne s'imagine pas qu'elle existerait chez nous, parce que c'est la culture de la pudeur. On ne parle pas du sang, de la façon avec laquelle on meurt, ou on tue, ou on est enterré, comment on est quand on est sous terre. Ah, c'est cette démarche un petit peu de Baudelaire, d'Edgar Allan Poe, de Mayakovsky. Tembiès Kersen, de la poésie. Nous sommes dans la morbidité totale, nous sommes dans des descriptions morbides de cadavres, d'amour sous la tombe. C'est vraiment des thématiques mêlées qui posent beaucoup de questions. Est-ce que uniquement c'est la recherche de l'esthétique qui guide ces écrivains-là, ces poètes-là, mais aussi
probablement, fort probablement, le vécu très dur que toute une génération d'adolescents ont vécu pendant les années noires en Algérie, en Kabylie en particulier. Et on ne banalise pas, heureusement, mais on décrit, on en parle. Donc, Temblies Kirsan est aussi un registre à découvrir. Il y a de très, très beaux textes à lire. Malheureusement, le problème éditorial, le manque de moyens, ce sont des conditions de production de cette littérature kabyle. Hein. Ce sont des enjeux liés à cette littérature. Bon, j'ai fini mon recueil de poèmes, j'ai fini mes nouvelles. Qu'est-ce que je vais en faire? L'écrivain, le jeune écrivain kabyle n'a pas de porte où taper pour se faire accompagner dans un projet éditorial. Donc la notion de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, tous ces problèmes-là, les problèmes financiers, se greffent déjà aux problèmes de reconnaissance de cette littérature, aux problèmes de standardisation, de fixation de la langue. Qui c'est qui va dire, quand on voit l'état de l'enseignement du berbère en Algérie, on suppose que cette littérature a un public qui attend. Les manuels que j'ai analysés ces dernières années me semblent assez satisfaisants dans le sens où, quand même, ils essayent de représenter cette littérature, mais pas assez. Ils essayent de la représenter dans les manuels scolaires, c'est-à-dire que les jeunes vont quand même découvrir quelques romans. On voit des extraits de Zania, de Mohamed Akkad, de bien des auteurs kabyles dans ces manuels, mais ça reste insuffisant. Si l'opération d'enseignement n'est pas bien menée, qui va lire? À qui va être destiné? Aux femmes au foyer? Aux personnes âgées qui sont analphabètes, qui sont monolingues? Il faut se poser des questions. Donc, je ne veux pas faire de digression, m'éloigner, mais ce sont des domaines qui sont, je dirais, cyniquement, qui sont solidaires. Ce sont des domaines qui sont rattachés l'un à l'autre et qui conditionnent la vie de la littérature kabyle. C'est pour ça qu'on parle de conditions de production de cette littérature. On parle de conditions de réception. Ces questions-là ne se posent pas tant que ça dans le monde occidental, où chaque on sait où aller pour trouver telle ou telle littérature. Conditions de production, conditions de réception. Donc, la littérature kabyle ne se résume pas à l'acte d'écrire, parce que écrire, beaucoup de jeunes souhaitent écrire, ils ont beaucoup d'idées, je les vois dans les réseaux sociaux, même s'ils ne maîtrisent pas la notation visuelle du kabyle, émettent le désir d'écrire. Je vois des petits jeunes, je cite le cas d'une étudiante, Tab Gassen, qui fait des démarches dans l'écriture et qui a commencé à le faire de façon très sur le tas, tâtonnée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces petits jeunes, parce qu'ils ne passent pas 20 ans, ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur promettre sur le devenir de ce qu'ils vont écrire? Il faudra apporter des réponses, et c'est là les enjeux de cette littérature qui est balbutiante malgré tout, malgré le nombre d'ouvrages qui existent. Cette littérature reste encore timide, même si beaucoup d'écrivains sont dans une offensive que je n'ai vue nulle part. Donc, je m'excuse auprès des écrivains que je n'ai pas cités, que j'aurais oublié. Notre propos serait très très long, mais je pense très fort à tous ceux qui écrivent dans leur sur leur petit angle de table, à tous ceux qui souhaitent écrire, se faire connaître et partager. Et merci à tous ceux qui partagent aussi sur le web leurs textes, sans penser à ces questions de propriété intellectuelle, parce que n'importe qui peut copier leurs textes et les publier. Je salue vraiment leur courage. Je vous remercie d'être présents, et c'est maintenant que les vraies questions vont être discutées avec vous.